Bonjour, rapidement, moi je m'appelle François Sandré, je suis avocat spécialisé en droit social. Je voudrais juste partager quelques constats avec vous avant d'aller sur le contrat de travail que je fais dans le cadre de ces trois types d'activités pour l'entreprise. Premier constat, c'est que souvent j'ai des entrepreneurs qui me disent comme vous, voilà comment je peux faire pour à la fois me consacrer à mon business et en même temps gérer les collaborateurs. Donc c'est souvent présenté comme quelque chose d'antinomique et ce dans un environnement très complexe, c'est que souvent le dirigeant de la petite moyenne entreprise n'a pas une vision tactique du droit social. En tout cas auprès de vos conseils en matière sociale, il faut que vos conseils soient au niveau de vos enjeux, c'est-à-dire de vos objectifs. Et donc c'est à ce niveau-là que doit se placer votre conseil. Et en fonction de cela, vous allez pouvoir choisir les différents types d'applications de règles de droit qui vont répondre à votre objectif. Deuxième élément de constat, c'est que par rapport à cette antinomie, mon business, mes collaborateurs, c'est que je n'ai pas à tout connaître en droit du travail. Déjà, ce que je dois connaître en droit du travail, c'est quelles sont les dispositions du droit du travail qui impactent mes résultats. Donc il faut être très vigilant sur qu'est-ce qui impacte mes résultats en droit du travail. Troisième constat, c'est que souvent, quand vous appelez votre conseil, c'est trop tard. Parce que le problème est là. Appelez-moi le plus en amont possible. Moi, ce qui m'intéresse avec mes clients, c'est de créer les conditions pour que les problèmes n'arrivent pas. Dernier constat aussi que je peux faire, c'est sur la responsabilité civile et pénale du dirigeant en matière sociale, sur notamment les questions d'hygiène et de sécurité. Le dirigeant TPE-PME, vous n'êtes pas suffisamment dans le mode de l'anticipation. Il faut démontrer à une juridiction qu'on a tout fait pour éviter le problème. Voilà ce que je voulais vous dire sur quelques constats rapidement. Un petit mot sur le contrat de travail dont on parlait tout à l'heure. Le contrat de travail n'est pas un formulaire. C'est pas je mets le nom, prénom, adresse, le salaire, signé là, hop, je le mets dans le tiroir, et puis 2 ans après j'ai un problème, je ressors mon contrat et je me dis quoi, j'ai signé ça moi? Voilà. C'est pas ça le contrat de travail. Le contrat de travail, c'est un instrument juridique qui va impacter vos résultats. La clause de travail, par nature, ça impacte le résultat de l'entreprise, s'agissant notamment des heures supplémentaires. Le contrat de travail, je vous l'ai illustré à l'instant, c'est aussi un instrument pour créer les conditions, pour éviter les problèmes ultérieurs. Et puis enfin, le contrat de travail, c'est lui qui va fixer ce que vous pouvez légitimement attendre du collaborateur. Non pas par la fiche de poste ou le descriptif de fonction, mais simplement par ce qu'on appelle la qualification. C'est fondamental parce que ça évite d'être opposé à « vous ne pouvez pas me l'imposer parce que ce n'est pas écrit dans mon contrat ». Alors, je vous disais, le contrat de travail, c'est pas un formulaire, c'est un instrument qui impacte vos résultats. Quelques illustrations. La clause sur la rémunération, par exemple. Attention au salaire minimum que je dois respecter, qui est prévu par la convention collective. Même chose, vous avez la possibilité aussi, sous certaines conditions, de dire, voilà, je me suis d'accord sur une rémunération, mais j'ai envie que ça comprenne toutes les obligations auxquelles je suis tenu. Ça, c'est possible juridiquement. Encore faut-il que vous respectiez les conditions prévues par la jurisprudence. C'est-à-dire que ce soit expressément mentionné dans le contrat, donc ça en général ça y est. Par contre, il faut qu'on puisse avoir une paye qui reflète ça. Et du coup, parce que la paye ne reflète pas la clause contractuelle, eh bien demain, devant une juridiction, la juridiction invalidera votre clause. Ça reflète un élément, c'est que souvent vos conditions d'activité, vos contraintes d'activité, ne sont pas en ligne avec la clause durée du travail dans le contrat. Donc c'est très important à un moment que la clause durée du travail reflète vos contraintes d'activité. Si vous avez, autrement dit, si vous avez des pics d'activité journaliers, hebdomadaires, mensuels, voire annuels, selon votre business, eh bien on a des outils de temps de travail qu'on met dans les contrats qui jugulent ces contraintes. Et selon les contraintes d'activité de la structure et selon la nature de la tâche de la personne, eh bien ma clause, elle, doit être très très customisée par rapport à ces spécificités-là. Et parce que je n'ai pas cette customisation de cette clause, eh bien, ça aboutit souvent à un décalage. Et ce décalage génère les heures supplémentaires. Enfin, dernière clause aussi qui impacte beaucoup les résultats dans le secteur de l'immobilier. On va dire, au départ, j'allais dire du bâtiment, mais ça s'est étendu aussi au secteur de l'immobilier. Ce sont les contrats, ce qu'on appelle le contrat de fin de chantier. Certaines clauses sont très très mal rédigées. C'est qu'on considère que dès que c'est la fin du chantier, hop, c'est fini. Or, aujourd'hui, la jurisprudence pour les contrats de fin de chantier exige qu'on mette avant en place une obligation de reclassement, c'est-à-dire de rechercher un autre poste sur un autre chantier s'il existe avant de mettre en place la procédure de rupture. Eh bien, faute de cette recherche de reclassement, notre clause va être invalidée.